Bonjour à toutes et à tous, ici la voix de Benjamin Vincent. C'est la 64e fois que j'ai le bonheur de vous retrouver pour l'hebdo des voix de la tech, l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Un rendez-vous que je vous donne désormais chaque week-end et nous sommes le samedi 25 octobre 2025. Soyez les bienvenus et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode, notamment de La Dépêche, ce rendez-vous quotidien que je vous donne désormais avec l'infotech du jour, tous les matins dès 6h45. Deux actus majeures cette semaine dans la deuxième partie de l'épisode retour sur le lundi noir d'AWS, le cloud d'Amazon, numéro 1 mondial de l'informatique dans le nuage avec 30% du marché mondial. Ce 20 octobre, un peu après 9h du matin, heure française, les data centers historiques d'Amazon Web Services implantés sur la côte est des États-Unis sont tombés en rade. Aussitôt, les clients d'AWS en ont ressenti les conséquences. De ChatGPT à Perplexity, de WhatsApp à Zoom et Signal, de Disney+ à Apple Music, sans oublier HBO Max. Les sites de e-commerce d'Amazon ont aussi été touchés, ainsi que Fortnite, Alexa, Canva ou encore la Lloyds de Londres. Deux voix de la tech vont nous éclairer sur cette panne exceptionnellement longue puisqu'elle a duré 15 heures et 42 minutes, mais pas si exceptionnelle, même si le préjudice pourrait s'élever en dizaines de milliards de dollars. Nadim El-Sakhan, enseignant-chercheur en sécurité des infrastructures et cloud à l'IFREI, va d'abord nous expliquer ce qui s'est passé lundi matin quand une partie des services d'AWS sont tombés. Le leader mondial du service cloud sur un peu une zone qui est le cœur de leur activité parce que c'est leur première région avec laquelle ils se sont lancés. Et à cette ampleur-là, ça veut dire presque 15-16 heures après, on avait encore des perturbations sur les services. C'est vrai quand même que ça peut glacer. Quand même. Ensuite, Cyril Van Act, vice-président Europe de Kipit en charge des partenaires, nous expliquera comment se protéger d'une telle panne ou au moins en limiter les effets. La redondance, c'est la première chose. Ce n'est pas tout, mais c'est la première chose. Disposer d'une sauvegarde fraîche des données dans un environnement distinct de celui de la production, en cas d'incident quel qu'il soit, une erreur humaine, une intrusion, une corruption de données, de l'intelligence artificielle qui déraille et qui altère des données, pour être sûr que vous avez une copie de vos données sur laquelle vous pouvez repartir, qui est propre, qui est immuable, qui ne peut pas être effacée, que vous pouvez remettre dans votre environnement de production. Et si vous avez des besoins de haute disponibilité, travaillez sur le plan de reprise d'activité. Moi non plus, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier quand je construis le sommaire des voix de la tech. Dans un instant, place à la première actu de la semaine, le Galaxy XR, le masque de réalité mixte de Samsung et Google. L'ex-projet Muon est désormais disponible aux États-Unis et en Corée à la moitié du prix du Vision Pro d'Apple, avec des caractéristiques pourtant très comparables. Alors, la concurrence va-t-elle avoir du bon ? Que vaut ce Galaxy XR ? À qui est-il destiné ? Samsung et Apple se trompent-ils de produit en sortant un masque plutôt que des lunettes de réalité augmentée ? Je vais rejoindre Marc Bringuier, le fondateur d'Augmentalix. Il était dans le secret des dieux à propos du masque Samsung Google qu'il a déjà testé et validé et qu'il attendait avec beaucoup d'impatience. Bonjour Marc Bringuier. Bonjour Benjamin. Très heureux de vous accueillir pour la première fois dans les voix de la tech. Oui, c'est un plaisir partagé. Alors vous êtes un expert en réalité mixte et en réalité augmentée. Vous avez créé Augmentalix il y a un peu moins d'un an. Vous commercialisez des solutions à la fois software et hardware dédiées à la réalité mixte ou étendue. J'imagine que vous avez veillé très tard dans la nuit de mardi à mercredi pour suivre l'officialisation de ce Galaxy XR, le fameux projet Muon qu'on suivait depuis presque un an, entre les mains de Samsung, de Google et de Qualcomm. Votre première réaction on va dire, à l'annonce officielle du masque et à tous ses secrets? Alors, je vais vous dire enfin. C'est un petit peu le mot.
Comme vous l'avez dit, ça fait 15 ans que moi je suis dans le milieu de ce qu'on appelle les technologies immersives et c'est vrai qu'on attendait Google, on attendait Samsung. Voilà, ils sont enfin là. Comme on a pu attendre Apple jusqu'à il y a 2 ans, c'est un bon moment. Après, je vous avoue que j'ai un petit peu triché. J'avais des informations en avance de phase et j'ai regardé le replay ce matin tôt. Ouais, parce que sur votre profil LinkedIn, vous avez écrit que ce masque, le Galaxy XR, vous l'avez déjà testé et approuvé au sein d'Augmentalix. Alors, c'est-à-dire, racontez-nous, maintenant vous pouvez tout nous dire. Ouais, alors en fait, si vous voulez, le Muan, c'est un projet qui a 2 ans. Chez Samsung, il a déjà été présenté on stage sur des grandes messes type Mobile World Congress, mais on n'avait pas le droit de le toucher. Voilà, c'était souvent des mock-ups. Et puis, là où Samsung a été intelligent, c'est qu'ils ont travaillé avec Qualcomm et avec Android XR, donc Google derrière, et ils ont travaillé à à activer un écosystème autour du casque. C'est pas juste un casque qu'on lance, il y a aussi beaucoup d'applications qui sont déjà disponibles. Et en fait, ils ont pris le pouls un petit peu du marché en faisant tester en avance de phase ces solutions auprès de, j'ai envie de dire, d'entreprises privilégiées. Et c'est vrai qu'à l'occasion d'un déplacement aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de l'approcher, de le tester rapidement. Vous dites que ça fait 2 ans. Est-ce que ça veut dire que la sortie du Vision Pro a déclenché, on va dire, le projet Moine? Non, non, non. Non? J'ai envie de dire que les deux étaient déjà dans les starting blocks. Ça fait longtemps que les technologies immersives sont là. On attendait une certaine maturation. L'accélérateur a été vraiment Meta. C'est Meta qui a changé la donne et qui a d'un seul coup lancé des casques à un prix abordable, comme le Quest 3, le Quest 3S, et a, entre guillemets, pris très vite des parts de marché et a eu un succès. Et derrière, ils enchaînent sur des lunettes, ainsi de suite. L'IA a été vraiment aussi un accélérateur. Et les 2 ans, en fait, quand je revois moi la keynote tout à l'heure, je me dis, c'est pas un casque XR. Et ils ne le présentent pas comme ça. Ils le présentent comme un casque d'intelligence artificielle. Et je pense que c'est vraiment le parti pris de Samsung. Ils sont allés plus loin. Ils sont nettement allés plus loin qu'un Apple Vision Pro, où aujourd'hui, ils ont Gemini qui est embarqué partout. Alors, c'est grâce à Android XR, et notamment Android XR a été annoncé il y a qu'un an, quasiment. Donc, c'est un petit peu ce timing qui fait plutôt que Samsung a, pas rétro-pédalé, mais a pris son temps pour intégrer la nouvelle plateforme Android XR pour vraiment arriver à quelque chose qui est, somme toute, très solide sur le marché, bien fini et déjà ouvert sur l'écosystème. On va commencer par s'intéresser à ce que ce masque a dans le ventre, Marc Bringuet. Et on a envie forcément de faire la comparaison avec le Vision Pro, qui va avoir 2 ans, qui vient d'être, on va dire, rafraîchi, mais à part le processeur, rien n'a changé. Est-ce que c'est vraiment, en termes de caractéristiques, le concurrent du Vision Pro? Oui. L'équivalent du Vision Pro? Oui. Après, est-ce que Vision Pro avait vraiment besoin d'un concurrent? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Samsung arrive avec un device qui utilise, ne serait-ce qu'en termes de processeur, le Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2. C'est l'architecture de Qualcomm qui est vraiment dédiée à la XR pour gérer les capteurs, les caméras, gérer tout ce qui est streaming, tunnel de conversion, ainsi de suite. Donc, ils ont pris l'architecture qui est aujourd'hui l'architecture de référence. Tous les casques ont cette architecture-là. Et il y a des générations 3 et 4 qui sont déjà en préparation chez Qualcomm. Donc, au niveau de la puce, ils ont la puce la plus avancée du marché. Après, Le top du top. Ouais, voilà. Après, ils ont aussi intégré une puce d'intelligence artificielle fournie par Qualcomm, qui gère toute la partie interaction avec Gemini. Et on y reviendra certainement après. Ensuite, sur les optiques, on est sur du 4K sur chaque œil, et si on descend vraiment sur la résolution, on est équivalent, voire supérieur à l'Apple Vision Pro.
Sur la taille du disque, on est la même chose. Sur la batterie, on est sur du 2h30, 2 heures. C'est du kiff-kiff. Mais là où pour moi, Samsung, pardon, assomme Apple, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Mais ça ouvre un débat en même temps. C'est-à-dire que le Samsung Galaxy XR est bourré d'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle pour comprendre l'environnement, pour faire ce qu'on appelle le mapping. Il est fait grâce à de l'intelligence artificielle pour comprendre les objets et l'environnement. Pour interagir aussi, c'est-à-dire qu'il va venir... vous pouvez beaucoup le commander avec la voix. Mais c'est aussi pour enrichir le contenu, interagir avec le contenu. Donc, il y a vraiment de l'intelligence artificielle partout dans ce casque, ce qui veut dire, de facto, qu'il faut que le casque soit connecté. C'est pour moi un des prérequis. Donc, une bande passante quand même assez minimum. Après, sur les caractéristiques techniques, elles ont été publiées là, sur le site. Si on regarde sur ligne à ligne, oui, Samsung est un cran au-dessus de l'Apple Vision Pro. Après, ça reste un peu un produit Légèrement. Apple. Ouais, légèrement. Ouais. Ouais, vous parliez des écrans 4K, des 2 écrans 4K, 29 millions de pixels hein, quasiment Ouais. sur le Galaxy XR. Oui, voilà, on n'est pas sur une révolution. Ce qui est sûr, c'est qu'on a 4K par œil. Et là, pour faire que ce soit du streaming, d'ailleurs, ils mettent énormément en avant toute la partie entertainment sur la multigestion des fenêtres, sur leur partenariat avec Netflix, sur l'interaction avec les films, puisqu'on peut maintenant interagir avec les films. Voilà, quand même, il y a un cran au-dessus. Alors, vous disiez que le Vision Pro n'avait pas forcément besoin de concurrents, mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Eh ben, Je pense qu'il était temps. Il était temps qu'il ait un concurrent, et notamment à ce prix-là. C'est quand même une des grandes questions qu'on se posait avant donc cet événement Galaxy dans la nuit de mardi à mercredi. Le prix de ce masque Samsung, Google, Qualcomm, on avait des fourchettes qui allaient de 1800 à 3000 dollars. On est dans la fourchette la plus basse, moins de 1800 dollars. Est-ce que vous avez été surpris par le prix? Oui, parce que j'avais les mêmes informations que vous et je m'attendais à quelque chose plus aux alentours des 2000-2005. Le prix est une vraie surprise, mais il est aligné avec les ambitions de Samsung sur le marché. Elles sont fortes. Et si vous regardez la keynote, le Galaxy XR n'est que le premier device d'une nouvelle famille. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment tout un play que Samsung souhaite, enfin une gamme que Samsung, un marché que Samsung souhaite adresser, qui est le casque, les lunettes et tous ces formes facteurs-là, qui à terme viendront plus ou moins remplacer le smartphone. Ouais, c'est intéressant parce que depuis la sortie du Vision Pro, on se pose la question justement de la famille en devenir autour du Vision Pro, avec beaucoup d'interrogations et presque d'inquiétudes ces dernières semaines. Les rumeurs disent que Tim Cook a pris l'équipe qui travaillait sur la version light du Vision Air peut-être, Ouais. pour la basculer sur les projets autour des lunettes Apple. Donc, on se demande même s'il y aura un vrai successeur, un vrai Vision Pro 2, autre que la version upgradée qui a été annoncée il y a une dizaine de jours. Chez Samsung, avec ce Galaxy XR, c'est vraiment le début d'une série de produits. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres casques assez vite, selon vous? Oui, évidemment. Il y avait des leaks, c'est-à-dire des fuites qui annonçaient aussi des lunettes. Pour hier, c'est la tendance du marché. Quand vous voyez l'alliance Meta Luxottica qui vend des millions de lunettes, Meta qui a annoncé des lunettes avec un écran intégré. Alors, c'est qu'un seul écran sur les 2 verres, donc il y a des problèmes derrière certainement de vision, mais c'est la tendance. Aujourd'hui, il n'y a pas une société qui lève pas 10 millions par mois pour faire des lunettes bourrées d'intelligence artificielle avec juste 2 caméras. Donc c'est clairement la tendance. Et c'est que le début.
Et Mais pour vous, Apple est-ce que... Apple a aussi ce switch-là. Donc voilà. Ouais. Mais on a beaucoup dit que le Vision Pro, c'était finalement un outil de développement pour aller vers les lunettes. C'était juste une transition, on va dire, avant les lunettes. Est-ce que vous avez le même sentiment vis-à-vis du Galaxy XR? Moi, j'ai un regard très B2B, très entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille avec ces sociétés-là et ces sociétés-là, elles ont adopté aujourd'hui ces technologies immersives. Elles les adoptent, elles les développent et elles sont de plus en plus dans notre quotidien, du moins dans le quotidien notamment d'industriels. Aujourd'hui, l'Apple Vision Pro, il n'y était pas dans le quotidien des industriels. Alors, je ne vais pas encore me faire des amis en disant ça, mais il y a une réalité, c'est qu'un Apple Vision Pro, et ce n'est pas une question de prix, c'est une question de fragilité surtout du device, il n'est pas adapté typiquement en usine. En usine, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Pourquoi? Parce que si vous êtes en panne de batterie, votre casque, vous avez un écran noir. Donc, risque, danger, et c'est bloqué par les entreprises. Et je pense qu'elles ont raison. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui ces catégories de form factor de lunettes, ou ce qu'on appelle du 6 roues, c'est-à-dire que vous voyez au travers de votre écran en continu, qui aujourd'hui prennent le pas. Et pour le coup, le marché B2B attend un successeur à HoloLens, mais ça arrive, et ça sera certainement des form factors plus lunettes, comme ce que peut faire Ouais. X-Real et qui sont déjà adoptés. Ouais. Est-ce que le Galaxy XR gère différemment l'énergie et la batterie? Est-ce qu'il y a un système qui permet de changer de batterie sans forcément arrêter le masque? Ce qu'on appelle le hot swap, c'est Mmh. une bonne question. J'ai lu que c'était prévu. Je ne l'ai pas vu dans la release. Si c'est pas prévu, ça arrivera avec des fournisseurs Ouais. d'accessoires type Bobo VR qui se feront un plaisir de proposer du hot swap dessus. Mais ça résout pas entre guillemets le problème. Et on le voit sur la keynote. La keynote dure 1 heure, les démos font 10-15 minutes. Ils swappent de casque entre les deux. Donc voilà, après il faudra le tester en conditions opérationnelles pour vraiment voir. Ouais. La commercialisation, donc, elle est immédiate, hein, 21 et 22 octobre, donc ça y est, mais dans 2 pays uniquement pour commencer, la Corée et les États-Unis. Oui. Europe début d'année. Ça arrivera Q1, Q2 en France. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Donc début Ouais, 2026, quoi, début hein, 2026, c'est... Il faut comprendre aussi que c'est un changement pour ces sociétés-là. C'est-à-dire que vous arrivez sur un line-up, on ne parle pas d'un téléphone. On parle d'un écosystème qui est complètement différent, qui n'a pas forcément les telcos comme acteurs. Donc, le mode de vente va aussi être un petit peu différent. Donc, tout ça se crée pas du jour au lendemain. Et finalement, qu'ils le lancent aux États-Unis, qui est le territoire le plus consommateur de technologies immersives, ça fait du sens. Ouais. Qu'est-ce que ça change, Marc, de proposer ce masque Samsung, Google à 1 800 dollars hors taxe, au lieu de 3 500 dans le cas du Vision Pro? Est-ce que ça veut dire que c'est pas le même public qui est visé? C'est une bonne Est-ce que question. est-ce que est-ce que l'usa est-ce que l'usage, est si différent alors qu'on a compris que les caractéristiques des 2 masques sont très, très comparables? Les caractéristiques techniques sont comparables, les usages sont différents. Il y a notamment ce qu'on appelle une feature sur le Galaxy, qui est la traduction instantanée dans les langues. C'est-à-dire que on peut discuter, moi en anglais ou en mandarin, comme ils font dans la keynote, et d'un seul coup, votre voix va être traduite en mandarin, par exemple. Et ça, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que la live translation, où c'est pas juste du texte, mais c'est aussi la voix. On est sur un cap encore plus avancé. Réellement, je pense qu'il y a 2 plays pour eux. Un play, un marché qui est le marché B2C, d'où le prix, et un marché B2B. Moi, j'ai déjà plusieurs clients qui n'attendent que ça.
Et le prix n'est pas un frein ou n'est pas un facteur d'accélération. Il correspond à une qualité et ils sont prêts aujourd'hui, c'est le prix d'un téléphone haut de gamme, 1700 ou 1800 $. Donc c'est aligné. Je trouve ça assez cohérent finalement. Et c'est bien. Est-ce que ça veut dire que la bataille va se gagner en partie justement sur cette guerre tarifaire? Parce que là, on est quand même 2 fois moins cher que le Vision Pro. Vision Pro qu'Apple a mis à jour il y a quelques jours. Ils savaient évidemment que l'annonce Samsung, Google arrivait. Est-ce que vous comprenez leur stratégie d'avoir maintenu le Vision Pro à son tarif de lancement finalement? Oui, ça a toujours été la stratégie d'Apple. Je ne suis pas surpris plus que ça. Et de toutes les personnes avec qui j'ai discuté, toutes vous disent oui, c'est un produit Apple, c'est 3000 $, mais c'est le mec plus ultra. Et ils ont raison. Maintenant, est-ce que le tarif du Galaxy XR va changer la donne? Certainement. Et possiblement des utilisateurs qui se disaient, du moins en entreprise, attention encore aujourd'hui, je ne peux avoir que ce regard avec les industriels. Eux, un casque à ce prix-là, ils vont vite se laisser tenter. Ouais. D'autant que c'est l'écosystème Android derrière, donc il y a ce côté rassurant, Il y a ce côté de rassurant, l'effet de masse. l'effet de masse, ça reste un constructeur bien connu du monde professionnel. Donc, possibilité de gérer les casques, ainsi de suite, les manager en centrale. Il est vraiment pensé aussi pour le B2B. L'Apple Vision Pro, et moi, de mon point de vue, ça n'engage que moi, penser plus pour le B2C. On voit l'écosystème Apple sur la partie entreprise qui quand même a des difficultés. On a des difficultés à sortir des choses innovantes ou à voir les éditeurs qui basculent vite dessus. Et on voit Samsung de suite a annoncé une dizaine de solutions XR Pro disponibles sur le Galaxy. Donc voilà, clairement, ils mettent toutes les chances de leur côté. Et les prochains mois vont être intéressants. Intéressant de voir comment Apple va se positionner. Ils ont un vrai problème qu'avec l'IA. oui. C'est là où Samsung appuie. J'avoue que j'étais assez surpris qu'il y en ait autant. Maintenant, d'un point de vue entreprise, est-ce que ça va pas être au contraire un bloqueur de se dire on a vraiment de l'IA partout, de l'IA Google, mais il y a des sociétés qui sont contre Google, donc qui ne sont pas pour utiliser des softwares Google. Voilà, donc il y aura d'autres. Chaque casque a ses avantages et chaque casque a ses inconvénients, et c'est bien parce que chaque utilisateur pourra trouver ce qui lui va le mieux. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure la suite, c'est-à-dire notamment les lunettes. Alors ces lunettes, je me souviens en avoir vu une démonstration lors d'un TEDx à Vancouver, si je me souviens bien, au printemps. Les lunettes alors, au moins Google, parce que c'est Google qui les présentait lors d'un TEDx à Vancouver, en même temps qu'un prototype du projet Moine ce jour-là. Donc on sait que ces lunettes, elles sont effectivement dans les tuyaux. Vous vous attendiez à ce que les lunettes soient aussi au rendez-vous de cette conférence Galaxy? Ça aurait été trop beau, entre guillemets. Des lunettes, comme je pouvais vous montrer, on en a de chez Xreal, qui sont ceux qui travaillent avec Android XR sur les fameuses lunettes Google. Il y a un vrai challenge, c'est comment se différencier sur le marché, pas faire juste des lunettes avec 2 caméras et faire du méta-like, entre guillemets, une copie. Ça veut dire qu'il faut mettre des écrans dans les verres. Et ça, c'est un vrai challenge. Et Meta s'est allié avec Luxottica, et je pense que c'est vraiment l'alliance, entre guillemets, pour l'instant, parfaite et qui apporte le succès. Ça va être un vrai challenge pour Samsung, Apple et les autres. Vous bossez avec Zeiss et avec Nikon, Exactement. qui sont les concurrents d'Essilor. D'Essilor, ouais.
sur le marché mondial du verre optique. Merci beaucoup Marc Bringuier d'avoir été au rendez-vous des Voix de la Tech cette semaine. Augmentalix, pour tous ceux qui cherchent des solutions hardware et software dédiées à la réalité mixte et augmentée. Merci et à bientôt. Merci Benjamin. Quelques heures avant la conférence consacrée au Galaxy XR, le Vision Pro d'Apple, désormais doté du processeur M5 et d'un double bandeau, est devenu disponible dans le monde entier. Un masque désormais assemblé au Vietnam et plus en Chine, qui gagne une demi-heure d'autonomie sur batterie et dont les écrans 4K passent d'un balayage de 100 à 120 Hz. Il pèse aussi 150 grammes de plus, uniquement à cause du surpoids du double bandeau. Les contenus immersifs à 180 degrés sont l'un des nerfs de la guerre pour attirer de nouveaux clients vers ces masques haut de gamme. Cette semaine, Apple a organisé à Cupertino, dans son centre de développeurs, 3 jours de formation dédiés aux expériences immersives côté production et développement, avec notamment la caméra Ursa Ciné Immersive de Blackmagic Design. 2 premières journées streamées sur YouTube à raison d'une vidéo par jour et plus de 11 heures à visionner en tout. Un régal vraiment passionnant. Allez, dans une poignée de secondes, on change complètement de sujet. La panne d'AWS, lundi 20 octobre, a duré 15 heures et 43 minutes. Une éternité pour les entreprises et les services impactés, dont l'éditeur de la plateforme que j'utilise pour produire les Voix de la Tech, par exemple. Concrètement, j'ai dû reporter un enregistrement et le reprogrammer le lendemain matin. Alors imaginez à l'échelle d'une banque comme la Lloyds de Londres ou de géants comme ChatGPT, Canva, Apple Music ou Disney+, même Amazon a été touché. Alors que s'est-il passé concrètement le 20 octobre ? Quelle a été la gravité de cette panne et était-elle exceptionnelle? Nadim El-Sakhan va m'aider à répondre à ces questions dans un instant. Nadim El-Sakhan, bonjour. Bonjour Benjamin, merci pour l'invitation. Soyez le bienvenu dans les Voix de la Tech. Vous êtes enseignant-chercheur en sécurité des infrastructures et cloud à l'IFREI, une grande école d'ingénieurs du numérique avec 2 campus, à Villejuif et à Bordeaux. Et avec vous, on va revenir donc sur cette panne de lundi chez AWS, panne avec un impact et des répercussions mondiales. Quel a été votre sentiment quand vous avez découvert la panne et son ampleur dans la journée de lundi? Alors, d'abord, j'ai appris ça à mes dépens parce que j'essayais d'accéder à certains services sans forcément avoir fait la relation avec ce qui se passait derrière, hein. Donc, on parlait justement de perplexité, de signal et bien d'autres, hein. Donc, quand on essaye d'y accéder, soit il y a des latences, soit il y a des erreurs, soit on n'arrive pas du tout à accéder. On se dit qu'effectivement, il doit y avoir un peu un problème et un point commun. Et finalement, ce point commun, c'était AWS. Donc, peut-être moins que le grand public, je ne dirais pas que j'ai été choqué, voire surpris, parce que quand on fait de l'opérationnel sur de l'infrastructure, on sait que c'est des choses qui arrivent beaucoup plus souvent qu'on peut le penser. Néanmoins, que ce soit un peu fait par le leader mondial du service cloud sur un peu une zone qui est le cœur de leur activité parce que c'est leur première région avec laquelle ils se sont lancés. Et à cette ampleur-là, ça veut dire presque 15-16 heures après, on avait encore des perturbations sur les services. C'est vrai quand même que ça peut glacer quand même. Ouais, c'est vrai que 15 heures, hein, ça a été la durée vraiment de la panne, du dur de la panne, on va dire. Au bout de 15 heures, officiellement, le problème était vraiment réglé de manière définitive. Après, il faut le temps, évidemment, en chaîne, que tous les services se remettent en marche. Puisque vous évoquez cette région tellement importante pour Amazon Web Services, cette région US East 1, c'est là que tout a commencé en 2006, hein, pour AWS. On est sur la côte est des États-Unis, dans l'État de Virginie. Et historiquement, c'est un endroit très important pour AWS. Tout à fait, c'est le fief de AWS. Donc, je ne saurais pas vous dire, par contre, est-ce que, on va dire, d'un point de vue
exploitation des data centers sur place, est-ce qu'il y a un traitement de faveur de ce fait historique-là? J'ai envie de dire que peut-être, je ne sais pas, on n'a pas forcément accès à tous les détails sur les activités au sein du data center et des modèles de gestion, etc. Mais si c'est géré comme tous les autres data centers, effectivement, on n'est pas à l'abri de ce genre d'incident. On a eu d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait le parallèle parce que je pense jusqu'à présent, on n'a pas une estimation précise des pertes, soit pour AWS ou pour ses clients. Chez un autre fournisseur cloud, il y a à peu près, je crois, 2-3 ans. Et au final, le bilan s'était élevé à 5,4 milliards de dollars. Donc, oui, c'est colossal. Il faut savoir que pour des gens comme AWS, ils vont avoir des millions de clients à travers le monde. Donc, il faut savoir que ces acteurs-là, donc, qui sont un petit peu liés par ce qu'on appelle des contrats, ces contrats impliquant ce qu'on appelle des SLA, donc des Service Level Agreements. Donc, il y a en fait des clauses qui spécifient des qualités de service minimales pour que le service soit considéré viable. Je donne un exemple très simple. Quand vous souscrivez à un serveur, par exemple, de base de données, ben, ils vous disent que le SLA de disponibilité est de 99,9%. Ça veut dire que 99,9% du temps, le service est censé être à votre disposition. Il reste bien sûr le 0,01%, d'accord, qui juste on peut pas faire de la fiabilité à 100%. Mais il faut comprendre une chose, c'est que dès que vous êtes à 0,02 de dépassement, vous êtes déjà en violation et vous avez déjà des obligations légales envers vos clients. Donc, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça fait à peu près une rupture de service pendant 15 heures sur 24 heures. On est largement au-delà des 0,01%. Et donc, automatiquement, il va y avoir des pertes directes pour les différents clients qui exploitent ces services, mais il va y avoir aussi des pertes pour AWS, donc directes, et des dédommagements liés à ces contrats de service, au fait, qui garantissent la qualité de service sur chacun des Ouais. clients. Alors justement, d'un point de vue purement commercial, quels ont été les clients pour lesquels cette panne a été la plus dommageable? Alors, on a vu les grands, justement, j'étais en train de parler de Perplexité, Perplexité AI, dans le cœur du métier, c'est de délivrer, au fait, service LLM directement sur Internet, comme ChatGPT et Gemini. Donc, une interruption sur ces abonnements pro, en l'occurrence pour le service gratuit, il n'y a pas vraiment de garantie, mais sur ces abonnements pro, il va y avoir des impacts financiers. Je pense qu'on aura des estimations bien assez vite. Donc, pour Signal, par exemple, là, on voit que quand même, c'est un peu révélateur parce que c'est des messageries qu'on croyait complètement, on va dire, décentralisées, etc. Et on voit que quand même, il persiste un peu ces rudiments. Donc, il y a aussi une question d'image qui est derrière plus que l'impact financier. Mais je pense qu'on aura l'estimation. Bon, la dernière fois, je crois, on l'avait eu à peu près au bout d'une semaine. Et je pense que, pareil, dans ce cas de figure-là, on va l'avoir bien assez vite. Ouais. Cette panne, elle est relativement exceptionnelle, mais c'est pas une première. C'est-à-dire qu'il y a Pas du tout. grosso modo une panne tous les ans et demi, hein, chez AWS. Tout à fait. Donc, là où ça pourrait être vu comme exceptionnel, c'est surtout sur la durée. Et il faut savoir que des erreurs qui sont liées au DNS, donc j'ai vu que tu avais un peu parlé de ça, tu avais expliqué, mais grosso modo, il faut comprendre que les réseaux qu'on utilise, nous, comme clients, quand on va chez AWS, est à séparer de ce qu'ils appellent le réseau backbone, qui est au fait le réseau où ils ont leur propre serveur à eux qui délivrent les services aux clients, où ils vont acheminer, au fait, les données entre les différentes régions, les différents data centers, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux des clients, ils sont généralement organisés en ce qu'on appelle des hub and spoke. Je m'explique. Il va y avoir deux zones. Donc, une zone qui va servir de tampon, où on va retrouver des mécanismes de sécurité, des pare-feux, des résolveurs DNS comme le Route 53, justement, et des zones qu'on dit des SPOC où on va retrouver les services, donc les machines virtuelles, les bases de données, etc. Donc là, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que la résolution du nom de service, donc quand vous arrivez sur le hub et que vous essayez d'accéder à un service DynamoDB ou bien un service EC3, automatiquement, ce qui va se passer au niveau du solver, qui s'appelle dans leur cas Route 53, mais c'est juste un choix de nom commercial comme un autre, c'est qu'il est censé envoyer une requête sur le serveur DNS réel, parce que lui, ce n'est qu'un point de terminaison qui se trouve sur le réseau backbone de AWS, et n'obtenant pas de réponse, donc il ne sait pas, en fait, c'est comme quand vous tapez
AWS.com, je dis ça comme ça, il faut comprendre que sur Internet, il n'y a rien qui s'appelle AWS.com, c'est des adresses IP publiques qui sont derrière. Et justement, le DNS, c'est ce qui permet de résoudre ce nom de domaine-là en cette adresse IP-là. Ben, si vous n'arrivez pas à obtenir l'adresse IP, c'est un peu comme si on devait vous aiguiller sur un chemin de fer, sauf qu'on n'avait pas le numéro de voie où vous envoyez. Ben, ça crée tout de suite une défaillance en cascade parce que vous n'arrivez pas à obtenir la résolution du nom de domaine, vous n'arrivez pas à accéder à votre image, vous n'arrivez pas à accéder à votre base de données, et donc vous ne pouvez pas délivrer des services, par exemple, en ligne pour vos propres clients, et ainsi de suite. Et donc, ça amène un petit peu, voilà. Donc, en ce sens, technique-là, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il faut comprendre que le plus souvent, on ne verra même pas se produire parce que vous imaginez qu'à cette échelle-là, avec des millions de clients, près de 200 services différents qui sont délivrés sur plus de 120 régions, je crois, à travers le monde. Et ils occupent quand même 30% du marché du cloud au dernier bilan. Ben, il faut savoir que la réponse à ce type d'incident, elle est automatisée. Je m'explique, on va avoir des éléments, en fait, des agents qui monitorent des éléments, que ce soit sur les serveurs, sur les réseaux, sur les équipements, etc. Et ces agents-là, au fait, ils sont liés à ce qu'on appelle des déclencheurs qui vont faire la chose suivante. Dès que vous atteignez un seuil, ben, soit ils envoient par exemple une alerte, on va dire, il y a une latence sur la résolution des noms de domaine, il va envoyer une alerte à un administrateur humain qui va vérifier où est le problème, ou bien il va déclencher un automatisme, une action automatisée de réponse, et va essayer de répondre automatiquement en vidant le cache, en essayant manuellement de pinguer le serveur principal pour voir pourquoi il ne répond pas, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir que ça, et on va parler des reprises sur panne, le plus souvent, quand ça survient, on va avoir différentes échelles de réponse. On va avoir des échelles de réponse qui sont de l'ordre de quelques millisecondes à quelques secondes. C'est là où les automatismes en fait, interviennent. Le plus souvent, ce n'est même pas visible du point de vue de l'utilisateur. Vous entrez, ça n'arrive pas à charger, actualiser, ça repart, il n'y a aucun problème. Et là, il n'y a pas de problème. Après, on va passer à un niveau où l'automatisme, parce que de toute façon, il est défini par l'humain pour des circonstances particulières, pour des conditions particulières où il ne fonctionne pas, ben là, c'est l'expert humain qui entre en jeu. Et là, ça devient très, très variable parce qu'au dépend de la complexité de la panne, au dépend de la complexité du plan de reprise manuel, est-ce qu'il doit récupérer des sauvegardes qui ont été faites en dehors, les redéployer, ça dépend vraiment du cas de figure. Hein. Et là, pour le DNS, c'est parce qu'il y a de plus grave. Le plus souvent, il suffit juste de rétablir le service et ça repart tout seul. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que l'estimation des dommages, du préjudice allait prendre environ une semaine. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'étendue de la panne? Alors, ici, sur 15 heures, en fait, je n'ai pas, par exemple, une statistique qui me permette d'évaluer à la minute, par exemple, combien AWS va délivrer de valeur de service. Je sais que ça se calcule en quelques millions de dollars parce que c'est l'échelle un peu pour ces fournisseurs. Comme j'ai travaillé sur les trois fournisseurs, donc GCP, Microsoft, Azure et AWS, vous noterez que les trois sont des Américains, sont surpris, c'est les leaders mondiaux. Et là, GCP, c'est Google Cloud. Hein. Google Cloud Platform, pardon. Et Microsoft, donc son produit s'appelle Azure. Et on est sur une échelle de quelques millions de dollars quand même par minute. Donc, on peut très, très vite voir le chiffre. Sur le cas de CrowdStrike, je crois que c'était une perte de quelques heures, de 5 à 6 heures. Hein, là où j'avais dit que l'estimation était à 5,4 milliards de dollars et c'était pour un fournisseur cloud de moindre envergure que AWS. Voilà, CrowdStrike, c'est la panne à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure que AWS, c'est environ 30% du cloud mondial. Est-ce que ça veut dire que lundi, il y a 30% de l'Internet mondial qui s'est trouvé à l'arrêt pendant presque toute la journée ou pas? Non, non, pas du tout. Alors, je m'explique quand je dis qu'il délivre 30% du service au niveau mondial, il faut séparer une chose. Les 30%, ils sont délivrés au travers à peu près de 120 régions, comptant chacune plusieurs data centers. Et là, à ma connaissance, en tous les cas, ce qui a été déclaré, il n'y a eu que cette région-là d'Est-Ouest qui a été touchée. C'est un petit peu la région de Virginie qui a été touchée. Alors, donc, une seule sur 130, c'est ça que vous voulez dire? Sur 120 à peu près, oui. 120.
raisonnablement, on peut dire que voilà. Et plus que ça, sur la résolution DNS, c'est pas tous les services qui étaient inaccessibles, hein. Ça reste des services assez importants, surtout pour le C2 qui est l'Elastic Compute, au fait, qui délivre le service de calcul, l'IBM, tout ce qui s'ensuit, et des labos DB qui plus en charge des bases de données dites non SQL, les bases de données orientées graphes, ce genre de choses. Donc, c'est ces deux services principalement. J'ai vu aussi, en regardant ce matin, justement pour préparer un peu l'émission, j'ai vu qu'il y avait aussi une atteinte à l'IAM, c'est-à-dire à la gestion de l'identification et des accès, mais j'ai pas eu de précision encore sur le sujet. Mais ça, c'est vrai que ça peut être encore plus bloquant. Donc, il faut juste un petit peu localiser ça. C'est une région, un sous-ensemble de services dans cette région-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu le monde entier bloqué. Voilà. Et par exemple, Amazon, le site e-commerce du même groupe, a été impacté aussi. Oui, mais je pense dans une moindre envergure. Encore une fois, je pense que c'est lié au fait qu'ils avaient beaucoup de redondance, etc. Moi-même, j'avais fait le test par curiosité parce que j'avais vu effectivement qu'il y avait des perturbations, que ce soit le service de tracking, etc. Ça me semblait marcher correctement a priori, bien qu'effectivement, il y a des observateurs qui ont dit qu'il y avait des perturbations sur le site de vente en ligne de Amazon. Mais j'imagine que, comme tout grand site de e-commerce, il y a dû avoir beaucoup de redondance sur différentes régions, etc. Donc, ça a dû quand même poursuivre. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'une panne au-delà des 0,1% comme celle-là se produit? Comment ça se passe au sein de chaque entreprise qui a subi la panne? Et comment est-ce que l'interaction se fait avec AWS contractuellement? Comment est-ce que tout ça est évalué? Est-ce que ce sont les assurances qui vont prendre en charge? Est-ce que c'est AWS directement? Est-ce qu'il faut que les deux parties tombent d'accord sur le montant du préjudice? Enfin, comment ça se passe? En fait, le plus souvent, c'est déjà contractuel, préétabli. Ça veut dire le moment où vous signez le contrat de service, vous avez un SLA. Disons que, par exemple, dès qu'il y a une dégradation de tel niveau, vous avez des dédommagements donc, qui vont être, proportionnels à ce que vous payez sur les services. Ça, c'est tout à fait logique. Mais aussi aux dépens des contrats qui peuvent être imputés à ce que vous perdez par l'interruption du service. Exemple très simple, si vous êtes dans le cas de Perplexité Pro, par exemple, vous avez des pertes du fait qu'il y a une interruption et à ce moment-là, vous demandez réparation aussi, et c'est contractuel, vous demandez réparation pour le nombre d'heures où vos services étaient était au fait injoignable ou non délivré. Mais là, ça dépendra vraiment des contrats individuels entre les différentes entreprises et au dépend aussi du côté d'Amazon. Effectivement, il y a des choses que les assurances peuvent prendre en charge, mais ça sera plus du côté de AWS que des clients. Parce que vous faites, vous souscrivez pardon, à ça-là pour avoir la garantie du fournisseur, pas pour attendre une assurance tierce pour vous dédommager. Si je reprends votre exemple de la panne CrowdStrike, en gros, vous avez dit que ça avait duré 5 heures et qu'il y en avait eu pour un peu plus de 5 milliards de dollars de Oui, préjudice, c'est ça? tout à fait. Là, ce serait davantage, enfin, À entre guillemets, le préjudice à l'heure de panne serait plus important. À mon sens, il serait beaucoup plus important. Bon, la différence, c'est que ici, ce n'est pas généralisé. Ça veut dire que ça reste, comme on l'a dit, localisé pour un sous-ensemble de services. Donc, il y a quelques clients, quelques gros clients. Bon, on parle de l'ordre de quelques milliers, mais je vais vous dire franchement, les clients comme nous, c'est-à-dire les end users qui utilisent les services, je pense qu'il n'y aura pas vraiment un impact majeur. Mais pour les quelques grandes entreprises, qui ont été grandement impactés, je pense qu'il y aura des conséquences. Donc là, si on tombe sur un montant que j'estime qui sera beaucoup plus grand, mais si on tombe sur quelque chose qui est dans la même fourchette ou moins, c'est que finalement, il y a eu beaucoup moins de monde qui était directement impacté qu'on peut le penser. Mais ça ne m'étonnerait pas aussi pour la simple raison, comme on a dit, c'est que c'est vraiment un sous-ensemble de services sur une seule région qui ont été touchés. Donc, ça peut réduire un petit peu le préjudice.
Nadim El Sakhan, merci pour toutes ces explications et cette plongée dans les entrailles du cloud d'AWS. Merci beaucoup d'avoir participé aux Voix de la Tech cette semaine et à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, Benjamin. Ça a été un véritable plaisir. Autre observateur très attentif de cette panne chez AWS lundi 20 octobre, Cyril Van Act, le vice-président Europe de Keepit en charge des partenaires, va nous rappeler les conseils essentiels pour se mettre autant que possible à l'abri d'une telle journée catastrophe qui peut faire perdre énormément à une entreprise. Cyril Van Act, bonjour. Bonjour Benjamin. Très heureux de vous accueillir dans les Voix de la Tech. Merci. Vous êtes vice-président chez Keepit, vice-président Europe en charge des partenaires. Keepit, société européenne basée au Danemark, spécialisée dans la sauvegarde des données dans le monde de ce qu'on appelle les SaaS, les Software as a Service. Alors, vous aussi, vous avez, j'imagine, été très attentif à ce qui s'est passé lundi, le jour de cette grosse panne chez AWS. Elle a duré une quinzaine d'heures. AWS, on va dire que c'est le numéro 1 mondial du cloud, 30% de part de marché environ. Ça veut dire que même en choisissant le plus gros, on n'est pas non plus à l'abri d'une panne majeure comme celle de lundi. Exactement, exactement. Personne n'est à l'abri, même les plus gros, d'une panne ou d'une intrusion malveillante. Donc personne n'est à l'abri. C'est pour ça qu'il faut se préparer au pire. Dans notre métier, le but, c'est de se préparer au pire. Donc, prévoir tous les cas possibles qui puissent arriver, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, redonder les éléments de la chaîne, avoir une sauvegarde de ces données, en particulier pour le SaaS, qui est notre expertise, avoir une sauvegarde qui n'est pas dans le même environnement que la production, au cas où la production serait tombée ou serait attaquée. Voilà, donc nous, on conseille nos clients sur ces problématiques dans le monde du SaaS avec nos partenaires. Bon, on va revenir évidemment sur tout ce que vous préconisez et les différentes actions sur lesquelles vous accompagnez vos clients, mais quand même, cette panne, essayons de relativiser. Quelle est son importance, quelle est sa gravité selon vous par rapport aux événements précédents dans l'histoire relativement récente du cloud? Je dirais c'est une panne qui peut arriver malheureusement. Voilà, on a vu, un grand nombre de sociétés dans le monde, de la tech qui reposaient sur AWS pour gérer, leur informatique et leur traitement, et leurs données. Certaines, sont des sociétés qui fournissent des jeux en ligne, donc c'est pas dramatique si on peut pas jouer en ligne pendant quelques instants, hein. D'autres, de l'éducation, d'autres, je crois qu'il y en avait aussi dans le domaine du trading et là, c'est un peu plus embêtant. Donc, en fonction de l'activité du client qui héberge ses traitements et données chez un sous-traitant, il faut prendre les précautions qui vont bien pour se prémunir contre l'indisponibilité temporaire de tout ou partie de ce sous-traitant ou une perte des données. Donc, là, une des règles de base, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et diversifier, évidemment. Ouais. Bon, mais tout AWS qu'est Amazon, une panne d'une quinzaine d'heures comme celle de lundi, c'est grave pour certains, évidemment, mais c'est pas exceptionnel parce que des pannes chez Non. AWS, il y en a grosso modo une grosse tous les ans et demi. Oui, il y en a eu et il y en aura encore et chez les autres fournisseurs de services aussi, Alors, évidemment. pour le cloud, comment on fait pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Alors, il y a de plus en plus de stratégies multi-cloud aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut avoir de la redondance sur les informations, les traitements euh, que l'on met dans le cloud avec plusieurs fournisseurs de cloud différents. Donc, il y a des gens qui font ça. On peut fonctionner en cloud hybride avec une redondance qui est pour partie on-prem, pour partie dans un cloud public. Pour la On-prem, ça sauvegarde, veut dire sur place, local, oui, c'est ça? on-premise, en mauvais français, ça veut dire dans sa salle machine chez soi. C'est ce qu'on appelle du cloud hybride. Il faut assurer une redondance comme ça. Pour la sauvegarde, qui est le métier de Keepit, nous, on recommande fortement à nos clients de sauvegarder leurs données à l'extérieur, pas dans le même environnement que là où il y a la production, pour le cas où la production s'interrompt ou où la production est affectée. Je prends un exemple simple, vos photos de famille, elles sont sur votre disque dur.
vous allez pas, votre sauvegarde, vous n'allez pas la mettre sur le même disque dur, de votre même ordinateur, vous allez mettre sur un autre disque dur. D'accord? Et puis, si possible, mettez-le sur 2 disques durs de marques différentes. On ne sait jamais, ça tombe en panne, les disques durs. Je parle d'un truc très simple. Et un des 2 disques durs, mettez-le chez un membre de la famille. Voilà, à un autre endroit, externalisé. Comme ça, vous êtes beaucoup mieux couvert que si vous avez votre environnement de travail principal et votre sauvegarde au même endroit. C'est la même chose pour le cloud. À plus grande échelle, c'est la même chose? C'est la C'est le même même principe, c'est le même principe. Ouais. philosophie, ouais. Avoir plusieurs copies de ces données à plusieurs endroits et externaliser. C'est ce que nous, on fait chez Keepit depuis le début dans le monde du SaaS. Ouais. Et en plus, on est une société européenne, ce qui, dans le contexte géopolitique actuel, représente un certain avantage, on va dire. Voilà, c'est peut-être aussi une donnée à prendre en compte. Si on travaille avec un géant américain comme AWS, quitte à faire une sauvegarde sur un autre cloud, autant le... Dans un autre environnement, autant s'assurer que ces données sont dans un environnement 100% européen et pas soumis aux législations extra-européennes. Tout à fait. Ouais. C'est ce que nous, on propose chez Keepit. Ouais. Ouais. Est-ce que ce type d'incident, est-ce que c'est bon pour vos affaires? Non, je dirais pas les choses comme ça. Non, Non. c'est pas bon pour nos affaires. Enfin, c'est pas bon. De toute façon, il y en a fréquemment des incidents comme ça. Donc, ça permet de rappeler qu'il faut être à jour de la redondance de son informatique, de ses sauvegardes. Pour les données qui sont vraiment critiques et qui ne peuvent, ou les environnements qui ne peuvent pas s'arrêter, dont l'indisponibilité est vraiment très embêtante pour le métier du client, il faut avoir un plan de reprise d'activité. Ça permet juste de rappeler que tout le monde peut être exposé à une indisponibilité ou à une corruption, une perte de données ou une attaque, même les plus grands. On l'a vu la semaine dernière aussi avec F5, le fournisseur américain qui a eu des intrusions dans son environnement de développement. Donc même les plus grands peuvent être soumis à ce genre de problème. Donc il faut toujours se préparer pour le jour où cela arrivera, avec un bon plan de sauvegarde, restauration et de reprise d'activité si la disponibilité est un facteur critique. Quand je demandais si c'était bon pour vos affaires, je me suis demandé si ce type de panne, justement, réveillait certaines consciences chez les chefs d'entreprise, notamment en France. Certainement. Est-ce Après, que ça leur fait se dire, tiens, il faudrait peut-être que je m'en occupe et que je contacte Keepit ou un de ses concurrents? L'impact va pas être immédiat, mais oui, ça va réveiller les consciences, c'est sûr. Comme la politique américaine du gouvernement américain qui réveille un peu les consciences en Europe sur le fait d'être maître de ces données et de ces traitements et d'avoir des solutions de plus en plus qui reposent sur des environnements 100% européens. Alors, quand une panne arrive comme celle de lundi, il y a la panne elle-même et puis il y a le temps nécessaire pour la reprise. Une fois que la panne est résolue, c'est pas immédiat, donc il y a toute cette période qui peut durer en fait assez longtemps, pendant laquelle les services, les sites, les entreprises ne peuvent plus tourner. Il y a aussi l'enjeu de la continuité d'activité. Tout à fait. Donc, c'est deux choses différentes. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si le métier du client a des exigences très fortes en termes de disponibilité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'arrêter, ou s'arrêter moins de X secondes ou minutes en cas de problème, il est essentiel d'avoir un plan de reprise d'activité. Donc, d'avoir tout son environnement en double, au minimum, pour si jamais on a la partie gauche de l'environnement qui est indisponible ou qui a un problème et il faut 15 heures pour la redémarrer, qu'on puisse repartir rapidement sur la partie droite. Ça, c'est Vous un dites plan de en reprise double à d'activité. minimum parce que en triple, c'est mieux? Ça peut arriver. Ouais. Si on est super parano, mais déjà en double, c'est bien. C'est ça. D'accord. La sauvegarde restauration ne répond pas forcément à un plan de reprise d'activité parce que sauvegarder un grand nombre de données critiques, ça prend du temps, mais les restaurer, ça prend aussi du temps. Aller chercher les données qui sont dans l'environnement de sauvegarde et les remettre dans l'environnement de production, ça peut prendre du temps. Donc, si on veut repartir comme ça, il faut un plan de reprise d'activité. Un mécanisme classique de sauvegarde-restauration répond à la restauration des données, mais ça n'est pas forcément instantané. C'est deux choses un peu différentes. On est bien d'accord, Cyril, ce dont on parle, c'est sans doute une évidence dans les très grosses entreprises
qui ont des services dédiés, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les mêmes budgets, pas les mêmes ressources humaines en spécialistes informatiques? Tout à fait. Donc les petites et moyennes entreprises, souvent, donc, elles n'ont pas de grosse informatique, comme vous le dites. Parfois, il y a un correspondant informatique qui doit tout faire et il ne peut pas tout faire. Donc souvent, elles vont sous-traiter. Elles vont sous-traiter des services de base à des éditeurs SaaS, comme l'environnement de collaboration d'entreprise à Microsoft 365 ou un ERP. Voilà, ils vont souscrire ça en mode SaaS. Et s'ils ont des besoins particuliers d'informatique, ils vont peut-être le sous-traiter à un partenaire qui est un partenaire qu'on dit MSP, Managed Services Provider, qui va gérer l'informatique du client pour eux. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que la première chose à faire, que on ait au moins une sauvegarde fraîche, c'est-à-dire minimum une fois par jour, voire 2 fois par jour. Après, ça dépend des besoins du client, hein, du jeu de données qu'on est prêt à perdre. Mais une sauvegarde en temps réel, c'est quand même relativement rare pour une PME. Il faut au moins avoir une sauvegarde sur laquelle on peut repartir en cas d'incident et ne pas oublier le SaaS. Donc nous, on couvre le SaaS chez Keepit. Si la petite ou moyenne entreprise a des besoins très forts de haute disponibilité, eh bien, il n'y a pas de mystère, elle va devoir avoir son informatique en double. D'accord? Et moi, je recommande qu'elle travaille avec 2 fournisseurs de services différents, si possible, pour le cas où il y en a un qui a un problème, par exemple AWS, on puisse repartir rapidement sur l'autre. C'est quoi le prix de la tranquillité, Cyril? Ah, le prix de la tranquillité, c'est s'assurer qu'on respecte les bonnes pratiques. D'accord? Donc, être sûr que tous les éléments de la chaîne, de votre chaîne informatique sont redondants. Si vous avez délégué une partie de votre informatique à un fournisseur de service, s'assurer qu'il en fait autant. D'accord? Donc, la redondance, c'est la première chose. Ce n'est pas tout, mais c'est la première chose. Disposer d'une sauvegarde fraîche des données dans un environnement distinct de celui de la production, en cas d'incident, quel qu'il soit, hein, une erreur humaine, une intrusion, une corruption de données, de l'intelligence artificielle qui déraille et qui altère des données, pour être sûr que vous avez une copie de vos données sur laquelle vous pouvez repartir, qui est propre, qui est immuable, qui ne peut pas être effacée, que vous pouvez remettre dans votre environnement de production. Et si vous avez des besoins de haute disponibilité, travaillez sur le plan de reprise d'activité. Le plan de reprise d'activité, c'est bien sûr pour simplifier son informatique en double, mais c'est pas que les moyens informatiques, c'est les hommes aussi, les processus. C'est un projet d'entreprise. D'accord? C'est un gros projet. Si on parle en termes de moyens financiers, toute cette partie de sécurisation, de sauvegarde, ça représente quel pourcentage d'un budget IT d'une entreprise? Est-ce qu'il y a une réponse à ma question? Je ne sais J'ai pas. pas de chiffre. Ça dépend de la criticité des données, de la classification des données qu'on a faites, puisque la réponse va être adaptée aux besoins, hein. Il y a des données qui ne sont pas critiques, on ne va pas les sauvegarder ou les redonder, par exemple. Donc ça dépend, mais je dirais la sauvegarde, c'est quelques pourcents du budget. Donc franchement, c'est pas très cher par rapport à la tranquillité que ça apporte. Voilà, chez Keepit, pour sauvegarder les données d'un utilisateur dans une application SaaS donnée et avoir 2 sauvegardes par jour, c'est quelques euros par mois pour l'utilisateur. Donc c'est 1% du coût total de la solution SaaS par utilisateur. Après, si on veut avoir un plan de reprise d'activité digne de ce nom, bah, il faut tout redonder, tout avoir en double, et c'est beaucoup plus lourd. Enfin. Là, ça devient un projet d'entreprise. C'est un budget très important qu'il faut mettre en regard du coût de l'indisponibilité. Donc, c'est combien de business ça va coûter à l'entreprise si son activité s'arrête pendant 1 heure. Si ça tombe, l'arrêt de l'activité pendant 1 heure, ça couvre déjà une bonne partie du coût du plan de reprise d'activité. Il faut mettre ça en regard. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du coût, en termes de préjudice, de l'heure d'interruption des services d'AWS lundi? J'ai pas regardé le coût. Non, mais le coût va dépendre du métier de chaque client. Le coût global, Voilà, parce que je crois que ça avait été estimé pour la panne liée à CrowdStrike. Je crois qu'on était aux alentours de d'1 milliard de dollars l'heure. Je l'ai pas vu, donc je peux pas vous donner de chiffre. D'accord. Mais ça doit être significatif. Voilà. Ouais.
Sur 15 heures, ça Sympathique. doit être significatif. 15 heures, c'est quand même long. Je crois que c'est un problème de redondance à la base, hein, quelque part dans l'infrastructure DNS Oui. d'AWS, si j'ai bien vu. Mm. Donc, c'est bien d'être redondant au niveau du réseau, des serveurs, du stockage, faire du load balancing des applications. Mais s'il reste un service réseau qui n'est pas redondant, c'est un SPOF, un single point of failure. Et c'est un gros trou dans la raquette qui a été oublié, je crois, quand même, chez AWS. Là. Dans cette Bon, on fera région-là. les comptes plus tard. Ouais. Mais bon, on peut avoir de la tranquillité et de la sérénité Ouais. malgré l'explosion des attaques à laquelle on assiste aujourd'hui, hein, en étant sûr que l'on a des sauvegardes à jour de tous ces environnements importants, y compris le SaaS. Et ça, c'est quelque chose qui est assez simple à faire pour le SaaS avec Keepit. Pas compliqué. Eh ben, merci beaucoup, Cyril, pour toutes ces explications depuis le Royaume-Uni où vous êtes. Merci, Vice- Benjamin. Vice-président Europe en charge des partenaires chez Keepit. Merci d'être venu pour la première fois dans les Voix de la Tech. Et à très bientôt, Cyril. Merci pour l'invitation. À bientôt. Au revoir. Les Voix de la Tech, l'hebdo, épisode 64 se termine. Je vous retrouve en quotidienne lundi matin dès 6h45 avec La Dépêche, un contenu inédit, directement lié à l'actualité, à écouter pour rester en contact avec l'infotech dès votre premier café. Entre l'hebdo et La Dépêche, vous n'avez plus aucune excuse si vous ne vous abonnez pas au podcast des Voix de la Tech. Je vous rappelle qu'il vous suffit de cliquer sur le bouton suivre sur la plateforme de podcast de votre choix, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, de Deezer, de Spotify ou d'Amazon Music. Vous avez le choix et c'est gratuit. Republiez mes posts et ceux des Voix de la Tech sur les réseaux LinkedIn, Blue Sky, X, Instagram et Facebook. Si vous écoutez les Voix de la Tech sur Apple Podcast, merci de déposer un avis. Profitez-en pour mettre une note 5 étoiles. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs ambassadeurs du podcast. N'oubliez pas non plus la version vidéo des Voix de la Tech sur YouTube. Bon week-end, je vous retrouve lundi dès 6h45 avec La Dépêche et donc samedi prochain pour l'hebdo.